3, 2, 1... Salut à tous, comment ça va en ce mercredi? Ce mercredi, vous avez l'habitude qui est synonyme de Best of the Live en mode Crystal Ball. Ouais, je sais, en ce moment, c'est les finales en NBA, mais elles ne concernent que 2 équipes. Et pendant ce temps-là, il y a 28 autres teams qui sont au travail. Elles étudient la draft, bien sûr, mais aussi les transferts possibles et surtout les agents libres qu'il y a sur le marché. Et bien justement, lundi, le live qu'on a fait avec vous, c'était à propos de ça. Je vous explique le concept juste après. Et attention, spoiler, on ne va parler que de gros noms aujourd'hui. Alors on ne perd pas plus de temps et c'est parti! Où vont signer les principaux free agents en NBA cet été? Alors aujourd'hui, on va parler des principaux free agents qui vont être disponibles cet été et qui vont potentiellement changer d'équipe. Aujourd'hui, j'ai vraiment décidé de retenir que ceux qui me hypaient le plus pour qu'on essaye d'étudier leur cas en profondeur. Donc je n'ai retenu que 6 joueurs, ceux qui me semblaient vraiment importants. Et à chaque fois, pour ces 6 joueurs, je vais vous évoquer leur situation. Il faut se rendre compte que j'ai fait forcément quelques impasses. Quand on garde 6 joueurs, on fait forcément des impasses. Je vais par exemple pas parler de John Wall, de Russell Westbrook et Kyrie Irving. Parce que pour moi, ils ont une player option tous les 3 et tout laisse à penser qu'ils activeront leur player option et que à moins de transfert de la part de leur équipe, ils vont rester dans leurs équipes actuelles. Donc John Wall risque de rester dans sa situation compliquée à Houston. Westbrook devrait rester à Los Angeles parce qu'il va pas faire une croix sur autant d'argent, surtout pour signer un contrat qui serait plus bas ailleurs. Et Kyrie Irving, c'est pareil du côté des Nets. Donc eux, je vais pas en parler aujourd'hui. J'ai pas non plus parlé de tout plein de gars intéressants qui pourraient plaire pourtant à beaucoup de teams, mais qui sont plus pour la plupart des role players. Donc j'ai fait une petite liste, je vais vous les donner, parce que je vais pas évoquer leur cas aujourd'hui, mais il faut que vous sachiez qu'ils sont free agents, et c'est bien de leur faire un big up aussi, et de se rendre compte que eux aussi, cet été, ils pourraient toucher quelques millions de dollars. Donc dans ma liste des free agents dont je ne parlerai pas aujourd'hui, on a Kyle Anderson, big up à toi, Nicolas Batum, Chris Boucher, Pat Connaughton, Jeremy Lamb, Kevin Looney, Malik Monk, Youssouf Nurkic, Gary Payton II, Otto Porter Jr., Bobby Portis, Mitchell Robinson, Ricky Rubio, Colin Sexton, Anthony Simons, TJ Warren, et il y en a encore plein d'autres. Tout ceux-là que je vous ai listés, je les aime beaucoup. On se penchera peut-être sur eux un peu plus en détail sur un autre live ou dans une autre vidéo ou une autre occasion. Mais en fait, là, je me suis dit que même si eux, je les aime beaucoup, même si eux, ils présentent pour la plupart des cas intéressants, il y a quelques dossiers encore plus chauds qui m'ont semblé essentiels, mais vraiment essentiels à traiter aujourd'hui. Donc, mais sinon, je les ai traités de façon complètement partiale, en fonction de mes intérêts et de ce qui me semblait vraiment le plus intéressant et le plus passionnant à évoquer. Et je pense aussi que c'est sinon, si je les ai choisis, c'est qu'à mon avis, cet été, ils vont faire parler. Mais le truc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce live aujourd'hui, c'est que nous, tous ensemble, on va essayer de voir, pour ces gars-là, ce que ça va donner cette intersaison. À chaque fois, une fois que je vous ai réévoqué la situation de chaque free agent, je vous proposerai des destinations possibles. Des fois, il y aura 5 destinations, parce que je peux pas faire plus, dans un sondage Twitch, on peut pas mettre plus de 5 choix, donc il y en aura jamais plus de 5, et puis au bout d'un moment, c'est bien de se limiter. Par contre, d'autres fois, il y en aura que 3, ou il y en aura 4, parce que je pensais que ça suffisait, et parce que je pensais que ces 3 ou 4 options, ou ces 3 ou 4 destinations, étaient bien supérieures aux autres que j'imaginais. Maintenant, ça veut pas dire qu'ils iront forcément dans les destinations que je vais vous donner, clairement, moi j'ai pas la science de ouf, je suis pas Madame Irma, c'est juste que c'est des destinations qui m'ont toutes paru au moins un petit peu cohérentes, et peut-être un peu plus que certaines autres. Donc m'en voulez pas, si dans les choix j'ai pas mis vos teams préférés, ou si j'ai pas mis les teams dans lesquels vous voyez aller ces joueurs, c'est juste que ouais, j'ai préféré d'autres teams, parce que ça me paraissait plus justifié. Cependant, il faut être conscient que c'est peut-être vous, au final, qui aurez raison. Donc, m'en voulez pas. Mais aujourd'hui, on va se limiter à 6 joueurs, 6 free agents, les plus gros noms, et aux équipes auxquelles j'ai pensé en termes de destination. Et vous me direz, parmi tout ce que je vous montre là, ce que vous prévoyez et dans quelle destination vous allez voir ces free agents. Donc vraiment, on part sur un gros live où vous allez beaucoup participer. Alors le premier que je vous présente, c'est DeAndre Ayton. À chaque fois, je vous ai mis les stats de cette année, je vous ai mis sa dernière année de contrat en haut à droite pour voir à quel montant elle était. Et DeAndre Ayton, ce qu'il faut savoir, c'est que l'an dernier, les discussions avec les Suns ont échoué parce que Phoenix a refusé de lui donner le max et les deux parties n'ont pas réussi à s'entendre, donc aucun deal a été accepté. Peut-être que les Suns ont été bien inspirés à pas lui donner le max parce qu'il y avait une explosion qui était attendue et qui n'est pas vraiment venue. Après, c'est toujours un bon joueur, DeAndre Ayton, avec ses qualités et ses défauts. C'est un énorme talent des deux côtés du terrain. Son problème, c'est qu'il est peut-être parfois un peu soft. Là, il vient de finir la dernière saison de son contrat rookie. Il va être restricted free agent. Ça veut dire que tout le monde en NBA pourra lui faire une offre, mais les Suns pourront s'aligner pour tenter de le garder. Il pourrait avoir quand même, je pense, pas mal de candidats, parce que malgré les défauts qu'on a à lui reprocher, et puis toute la hate qu'il a pu recevoir un peu pendant les playoffs, ça reste un gars qui tourne en double-double depuis sa saison rookie, et ça, c'est quand même rare, un pivot comme ça en NBA. Je pense qu'en vrai, il était très déçu de ne pas avoir reçu d'extension max l'année dernière, après ses bons playoffs,
Et là, je pense que cet été, c'est ce que lui et son agent vont essayer de chercher, vont essayer de trouver même. Et donc je me dis qu'il y a des teams qui pourraient se jeter à l'eau pour essayer de choper Ayton, car au final, il a quand même joué un rôle clé dans la bonne saison des Suns. Même si tous les lauriers, on a tendance à les donner à Chris Paul, à Devin Booker, voire à Michael Bridges, Ayton, il a été aussi très actif dans la meilleure saison de l'histoire de la franchise. Il faut se rappeler que c'est la meilleure saison de l'histoire de la franchise. Le truc, c'est qu'en playoff, ça a été un petit peu plus compliqué pour DeAndre Ayton, et même pour toute l'équipe, même au vu de l'élimination contre Dallas. À peu de choses près, il a fait ses stats en post-season, mais on en attendait plus, parce qu'en 2021, il avait vraiment augmenté son niveau de jeu au moment des playoffs, et cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. Et on s'attendait à ce qu'il domine potentiellement plus contre Dallas, qui avait un trou à l'intérieur. Doncic l'a un petit peu ciblé en défense, il a joué que 17 minutes lors du match 7, ça a été compliqué, on a senti des tensions, et ça peut peut-être piquer pour son avenir à Phoenix. Là, les tensions, je sais pas à quel point elles étaient importantes, mais on a vu qu'il y avait une dispute qui avait éclaté avec Monty Williams. On n'a plus revu Ayton du match lors du match 7. Je connais pas du tout la gravité de l'embrouille, mais je me suis dit que ça marquait peut-être un petit peu la fin de Ayton à Phoenix. Donc ça me laisse encore plus penser qu'en connaissant cette situation, il y a des teams qui vont mettre des dollars et des billets sur la table pour essayer de le choper, pour se jeter sur l'occasion et de le shipper à Phoenix, le DeAndre Ayton. Et pour moi, première équipe qui pourrait tenter sa chance, c'est les Hornets. Je pense que l'équipe a clairement besoin de présence intérieure. Ça fait très longtemps que Charlotte cherche un pivot défensif, depuis un moment. Alors Ayton, c'est sûr, c'est peut-être pas le meilleur pivot défensif de la ligue, c'est pas le meilleur protecteur de cercle du monde, mais quand même, il fait le taf défensivement. L'équipe aussi des Hornets, l'effectif est plein de jeunes talents et franchement je pense que Charlotte pourrait se laisser séduire pour continuer à construire autour d'une génération jeune et prometteuse et essayer d'aller de l'avant au fur et à mesure des progrès de chacune des pièces du roster. Donc ça m'étonnerait pas de les voir proposer un truc genre 130 millions sur 4 ans, ça ferait 32 millions la saison et en gros c'est le max qu'ils peuvent proposer, c'est le max que peut toucher Ayton en signant ailleurs qu'à Phoenix. Donc c'est vrai que ça fait cher payer 32 millions la saison pour Ayton, mais si tu veux pas que les Suns s'alignent, il faudra mettre le prix et les Hornets s'ils veulent vraiment un pivot qui fera le taf, un pivot dominant. Ayton, je pense que c'est la meilleure option, donc je pense que les Hornets peuvent vraiment se présenté comme un client, comme un candidat à la course à DeAndre Ayton, surtout que Montrezl Harrell sera free agent et qu'il faudra probablement compenser son départ si Charlotte ne compte pas sur lui. Ensuite, la deuxième équipe à laquelle je pensais, c'était les Spurs. On a une équipe qui a beaucoup de cap space et qui mise également sur la jeunesse. Construire autour de Dejounte Murray et Keldon Johnson notamment, ça peut être bien et ça peut se faire avec Ayton en poste 5. J'aime beaucoup Jakob Poeltl au poste de pivot, mais quand même il est limité. Ayton serait une vraie plus-value par rapport à Poeltl. Les deux sont quand même pas d'un niveau comparable. Donc je pense que eux aussi pourraient proposer un contrat max ou pas loin, donc c'est ce que je dis, à 30-32 millions la saison, sur 4 ans, pour tenter leur chance, et avec Ayton, à mon avis, l'équipe de Popovich pourrait connaître un step-up immédiat. Ensuite, il faut que je vous parle d'une autre équipe que j'imaginais, c'était Atlanta. Bon là, clairement, faudrait faire un gros ménage niveau salaire, et probablement envoyer Capella et John Collins ailleurs, justement pour faire ce ménage. Mais cette année, cette équipe qui était pourtant si forte il y a un an, elle a montré ses limites en playoff. Et je pense que Ayton, il pourrait être un complément parfait à Trae Young, qui serait peut-être encore au-dessus de Capella, et qui pourrait permettre aussi directement à l'équipe d'élever son niveau de jeu. Si lui, il cherche une équipe qui peut le faire gagner vite, ce qui serait peut-être pas le cas à San Antonio ou Charlotte, il pourrait privilégier les Hawks, parce que lui aussi, sauf si Phoenix s'aligne, c'est lui qui choisira sa destination. Donc à condition, bien sûr, que Atlanta veuille bien de lui, et veuille bien se séparer de certains salaires, ce qui sera peut-être pas une mince affaire, et puis il faudra vouloir faire une croix sur John Collins et Capella, qui sont quand même des joueurs de qualité. Je sais pas si ça les ferait énormément step up, mais peut-être qu'il faut tenter des choses pour pousser l'effectif vers le haut, et à mon avis, Atlanta peut faire partie des affaires à suivre. Et enfin, la dernière équipe à laquelle je pensais, c'était Portland. Là, on a une équipe qui a engagé une reconstruction totale, qui a une vraie volonté de reconstruire autour de Damian Lillard, qui a beaucoup de cap space, beaucoup de sous à dépenser, avec un Nurkic qui est free agent lui aussi, et qui est très souvent blessé, je vois bien les Blazers qui feraient une croix sur Nurkic pour se diriger vers un autre intérieur, peut-être meilleur, peut-être moins injury prone, pour essayer de construire un vrai axe 1-5 avec Damian Lillard, et avec pour objectif d'être compétitif au plus vite autour de ce duo Lillard-Ayton, parce qu'à mon avis, un Ayton pourrait être beaucoup plus responsabilisé qu'il est à Phoenix dans une équipe comme Portland. Donc ça peut être pas mal et complémentaire, cet axe 1-5, et donc dans toutes ces idées, perso, moi j'aime bien les Blazers aussi, et au vu de la relation entre Ayton et les Suns qui ne semble pas au beau fixe, je vois bien, de toute façon, le pivot aller jouer ailleurs la saison prochaine avec une équipe qui va lui proposer un gros contrat et les Suns qui ne s'aligneront pas parce qu'ils voudront pas mettre autant d'argent sur Ayton. Ça, c'est mon pressentiment. Je sais pas quel est le vôtre, c'est pour ça qu'on va faire un sondage. Pour vous, Ayton, est-ce qu'il va plutôt aller du côté de Phoenix, du côté de Charlotte, du côté de San Antonio, du côté d'Atlanta ou du côté de Portland? Donc le sondage a eu lieu et pour Ayton, vous êtes 40% à penser qu'il va rester aux Suns. Les Spurs arrivent en deuxième place parmi les équipes que j'ai proposées avec 24%, puis les Hornets et les Trail Blazers avec 15%,
15% de vos votes, et enfin les Hawks avec 7%. Donc c'est ce qu'on va garder. Les Suns, c'est l'équipe dans laquelle vous le voyez rester. C'est ce que je disais dans le chat, hein, pour beaucoup... la brouille, les Suns vont l'oublier, ce qui s'est potentiellement passé avec Monty Williams, et c'est vrai qu'on sait pas si c'est grave, si ça se trouve c'est rien du tout, et cette brouille ne sera pas importante. Moi j'étais un petit peu inquiet par le fait qu'il ait dit qu'il jouait aux jeux vidéo toute la nuit pour se détendre et qu'il dormait 2 heures par nuit en playoff, mais bon, c'était peut-être juste maladroit de le dire, et je pense qu'il y a aussi d'autres joueurs qui font ça. En tout cas les Suns savent ce qu'ils ont, ils savent pas ce qu'ils peuvent avoir, et c'est ce que je dis dans le chat, que Ayton est quand même une pièce essentielle des Suns, c'est un ancien first pick, il était à la fac d'Arizona, il connaît bien Phoenix, il apprécie sûrement d'être près de chez lui aussi, donc vous croyez aux Suns, vous pensez qu'ils s'aligneront même sur un contrat max. J'ai peut-être un poil plus de doutes que vous, mais je peux comprendre votre choix, et je pense que ouais, il y a quand même des chances qu'il reste aux Suns, même si je crois que moi personnellement, j'aurais peut-être pas voté Suns parce que j'ai envie de le voir bouger, j'aime toujours quand ça bouge un petit peu en NBA, mais c'est vrai que les Suns, s'ils laissent partir Ayton et qu'ils ne lui proposent pas un contrat max, ils savent pas ce qu'ils pourront avoir en retour, et ça pourrait être un gros risque pour Phoenix. Donc je comprends tout à fait votre vote, et j'ai même tendance à le valider. Le deuxième free agent dont je veux parler aujourd'hui, c'est Bradley Beal. Lui, il a une situation particulière, hein, de toute façon comme beaucoup, Ayton, il avait la situation particulière d'être restricted. Bradley Beal, lui, il a la situation d'avoir une player option dans son contrat. En fait, il pourrait directement l'activer et rester à Washington l'année prochaine pour devenir free agent l'année suivante. Mais en vrai, je suis pas du tout sûr qu'il le fasse, parce que là, s'il l'active pas, il a de quoi signer un deal de 235 millions sur 5 ans avec les Wizards, soit 47 millions par an, et gagner plus d'une dizaine de millions de plus que cette année. 12 millions de plus que cette année. Et puis s'il va ailleurs, ce sera un petit peu moins cher, mais c'est quand même 182 millions sur 4 ans, soit 45,5 millions par an. Ce serait une très grosse plus-value encore, que à mon avis Bradley Beal peut avoir tout de suite, et je ne le vois pas lâcher cette opportunité, donc ça m'étonnerait qu'il active sa player option, et je pense qu'il va être sur le marché. Et le truc c'est que malgré sa saison décevante, qui était sous le signe de l'irrégularité, de la maladresse, des blessures, tout ce que vous voulez, je pense qu'il peut l'avoir ce contrat max. Maintenant, est-ce qu'il le mérite? Est-ce que l'équipe qui va le signer au max ne va pas le regretter? Ça, c'est une autre question. Mais là, si on se pose la question de est-ce qu'une team lui proposera le max, je pense que oui. Et là, Washington, en vrai, ils sont dans une situation qui est un peu compliquée. Parce que si tu lui proposes pas le max, il ira clairement voir ailleurs, à mon avis. Mais est-ce qu'ils ont envie de payer Beal si cher, si longtemps? Est-ce que Beal a vraiment envie de rester dans cette équipe qui stagne un peu et qui a pas non plus, pour l'instant, qui offre pas énormément de promesses pour l'avenir? Tout ça, on n'en sait trop rien. Ce que je sais, c'est que Beal n'a jamais été free agent de sa vie, et là, on sent de toute façon qu'il a envie de tester le marché, on sent qu'il va pas activer son option, et on sent qu'il a envie d'être libéré de ses chaînes pour choisir où il veut aller. Après, il a toujours montré sa fidélité envers les Wizards, il a toujours montré le respect qu'il avait pour l'organisation, mais on le sait, les joueurs aiment bien aussi avoir leur destin entre leurs mains, et le nombre de gars qui ont dit je vais finir ma retraite ici, et qui finalement ont décidé d'aller ailleurs, je les compte même plus. À Washington, en vrai, on n'est pas dans une vraie reconstruction, on est dans une semi-reconstruction, j'ai envie de dire. On a pas mal de jeunes, c'est vrai, qui sont plus ou moins prometteurs, hein. Je crois pas forcément en beaucoup d'entre eux pour devenir des superstars, et avec ça on a fait venir Porzingis. Après on a Kuzma aussi qui a fait une saison intéressante, mais est-ce que l'équipe peut vraiment se transformer en contender avec un duo, ou même un trio, on peut dire Beal, Kuzma, Porzingis? Je pense pas, c'est même à peu près sûr que non. Donc après, est-ce que ça vaut le coup du coup de ruiner le cap space pour Beal, pour faire comme tous les ans, être un peu dans le ventre mou entre la 10e et la 6e place? Moi je suis pas sûr. Peut-être que la meilleure solution pour Washington serait d'envisager un sign and trade. Comme ça tu donnes Beal, tu donnes le salaire qu'il veut à Bradley Beal, et en échange tu obtiens une vraie contrepartie. Et là je pense qu'il y a pas mal de candidats qui pourraient montrer le bout de leur nez, même si je pense aussi que Washington va essayer de vouloir le garder, Bradley Beal. Donc la première équipe dont on entend souvent parler, dernièrement notamment, c'est les Sixers. Apparemment, c'est des articles qu'on a vu popper partout, Daryl Morey aurait un super plan, un plan de génie, et ça me fait peur un petit peu, pour faire venir une autre superstar. Et cette superstar, ce serait a priori Bradley Beal. Donc ça inclurait un transfert dans un sign and trade de Tobias Harris et de Matisse Thybulle notamment, et probablement d'autres assets, peut-être d'autres jeunes, peut-être d'autres tours de draft, et le mec là, le Daryl Morey, il a l'air d'y croire fort. Mais perso, moi déjà je suis pas sûr que les Wizards soient intéressés par Harris, à voir si Beal lui est intéressé par les Sixers. On sait que Joel Embiid lui il voulait absolument Bradley Beal avant qu'il se blesse, et c'est plus ou moins pour ça qu'il a accepté James Harden, mais on sait que Embiid c'était son choix numéro 1, Bradley Beal, et quoi qu'il en soit, moi j'imagine que Philly pourrait pousser très très fort dans ce sens, même si perso, à mon goût, c'est pas la bonne idée aux Sixers d'accumuler des stars pour en faire une super team. Ça, on sait qu'accumuler des gros noms pour essayer de compléter autour de ces noms, de briquer de broc avec des salaires minimums et des vétérans, ça marche rarement. Pour moi, Morey il ferait mieux d'entourer le trio Embiid, Harden, Maxey avec des vrais soldats de l'ombre sur qui on peut compter, qui sont spécialistes un petit peu dans leur rôle, et créer une réelle profondeur de banc. Mais bon, apparemment Morey il est comme ça, il veut réunir des stars, et je pense qu'il peut faire un gros push pour essayer de récupérer Bradley Beal. Dans le même genre aussi, deuxième équipe que je propose,
On entend aussi beaucoup parler de Miami dernièrement. Là, dans un sign and trade, parce que pareil, il faudrait faire un sign and trade du côté de Miami, il faudrait envoyer au moins du Tyler Hero, du Duncan Robinson et des picks. Là, j'y vois du sens aussi pour le Heat. L'équipe est déjà très bonne, elle est allée jusqu'en finale de conférence cette année, elle était à quelques possessions des finales NBA, et si tu ajoutes un Bradley Beal aux côtés de Jimmy Butler, ça peut vraiment faire encore step up cette team qui est déjà forte. Les deux se complètent parfaitement des deux côtés du terrain, Bradley Beal en spécialiste de l'attaque, qui va créer, qui va jouer en ISO, et un Butler qui peut jouer autour, qui peut le relayer aussi et qui lui va tout défoncer en défense, ça peut être intéressant mine de rien du côté de Miami. Pat Riley a l'air sur le coup, on sait qu'il aime bien justement réaliser des bons coups et ça peut être à suivre de près un Bradley Beal à Miami. Après, il y a une équipe qui est rarement citée, qui est même quasiment jamais citée, mais à laquelle j'ai réfléchi et que j'imaginais bien, c'était les Cavaliers de Cleveland. Parce que c'est vrai qu'à Cleveland, on a fait un vrai step-up cette saison, on a vu qu'il y avait des intérieurs prometteurs et qu'on pouvait se passer de Sexton qui a été blessé toute la saison et ça a plutôt bien marché. Alors, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'accumuler les intérieurs? Est-ce qu'il y a vraiment besoin de garder Sexton? Ben je suis pas sûr. Alors pourquoi pas proposer un pack qui serait composé de Jarrett Allen et Colin Sexton, qui pourrait plaire à Washington. Il faudrait re-signer Sexton dans l'idée et envoyer des picks, donc tout ça complique un peu la tâche, mais c'est imaginable dans le cas d'un sign and trade. Alors à Cleveland, c'est clair que la perte de Jarrett Allen ferait beaucoup de mal. Il a joué un énorme rôle cette saison en tant que protecteur de cercle. Donc si tu perds Jarrett Allen, tu décales par contre, tu trouves quand même des solutions, je me dis, tu décales Mobley au poste 5, lui aussi est un bon protecteur de cercle qui peut défendre aussi, et why not? Parce que Mobley, il est capable de jouer au poste 5 et on attend qu'il progresse encore, et là dans ce cas là tu le responsabilises encore plus, même si je le conçois, hein, la perte de Jarrett Allen ferait beaucoup de mal. Là ce que je me dis, et ça s'est vu cette saison, c'est que la défense de Cleveland elle est déjà au top, mais qu'en attaque on a un Garland qui a peut-être été un petit peu trop seul offensivement pour espérer les playoffs, même si les blessures les ont pas aidés. L'équipe est jeune, elle a peut-être vraiment besoin d'une vraie star de l'attaque pour les guider, et Bill pourrait remplir ce rôle et tirer tous ces gamins vers le haut. Donc je me dis que Cleveland, s'il y a un coup à tenter, eh bien ils pourraient peut-être tenter leur chance. Et enfin, bien sûr, et la dernière équipe que je veux aborder, c'est quand même Washington, parce que j'en ai pas assez parlé. Je l'ai pas assez dit, mais je pense que les Wizards comptent sur lui. Je pense qu'ils sont prêts aussi à mettre le pactole, car ils savent à quel point c'est dur, même dans un marché comme Washington, hein, qui est pas minuscule, ils savent à quel point c'est dur d'attirer les agents libres. Bill, j'ai l'impression qu'il se sent pas trop mal dans la capitale, il est là depuis le début de sa carrière, il aimerait juste que ça recrute pour que ça step up, ça c'est pas sûr que ça puisse se faire, mais peut-être qu'il va vouloir se tester avec Porzingis aussi, vu que le duo n'a pas encore évolué ensemble, et qu'il y a peut-être quelque chose à tenter. Malheureusement, après, ce qu'il faut être conscient, c'est que si Bill veut le max absolu et qu'il touche ses 45 millions par an, ben ce sera peut-être un petit peu plus difficile de recruter pour Washington et d'entourer le trio Porzingis, Bill, Kuzma. Mais peu importe, je me dis qu'en restant à Washington, Bill il prendra plus de blé qu'il pourrait en avoir ailleurs, il prônerait aussi la continuité dans sa carrière, donc je suis assez peu optimiste pour l'avenir d'une équipe qui serait composée comme ça, mais Washington reste une piste à envisager sérieusement, parce que tant qu'ils auront Bill en l'entourant au minimum, s'il joue à son niveau et qu'il n'est pas blessé, je pense que l'équipe pourra toujours continuer à espérer au moins un premier tour. Peut-être pas beaucoup plus, c'est jamais génial hein, comme place, parce que tu perds vite au premier tour et t'as jamais de tour de draft, donc c'est un peu ce ventre mou qui fait que tu stagnes pendant des années, mais peut-être que Washington pour l'instant ils tiennent trop habile pour le laisser partir, donc on verra, mais au final, même si Washington veut le re-signer, ce qu'il faut être conscient, c'est que là, vu qu'il n'est pas restricted free agent, c'est bien Bradley Beal qui aura le dernier mot cet été, et aujourd'hui c'est assez difficile de savoir ce qu'il a exactement dans sa tête. Donc j'ai envie de vous demander votre avis, vous, entre Philadelphie, Miami, Cleveland et Washington. Donc là je laisse que 4 équipes, ça me suffira pour Bradley Beal. Où est-ce que vous le voyez aller cet été? Ok, pour Bradley Beal, encore une fois, vous n'imaginez pas de mouvement, et je suis assez d'accord avec vous, vous êtes 46% à penser qu'il va rester à Washington. Par contre, vous êtes quand même 33% à penser qu'il va aller à Miami, en vous disant que Pat Riley va aller sur le coup, et que ça peut vraiment faire step up la team et donner un gros coup de main à Jimmy Butler. Vous êtes assez hypé par ça. 15% pour les Cavaliers, et je vous comprends, si vous êtes peu hypé, c'est que, je suis assez d'accord avec vous, c'est difficile d'imaginer un sign and trade sans lâcher de Jarrett Allen, et Cleveland aurait peut-être tort de lâcher de Jarrett Allen, et seulement 6% pour les Sixers, et je comprends aussi, même si Daryl Morey a l'air à fond là-dessus, moi, imaginer un duo Bill Harden, ça me fait clairement peur, et je suis pas forcément très enthousiaste là-dessus. Donc finalement, vous pensez que Bill va rester à Washington, qui va privilégier un maximum de thunes, qui va continuer à vivre à Washington avec sa petite famille, qu'il est plutôt bien là-bas, qui va privilégier aussi la continuité, qui va toucher son super max, qui va peut-être continuer à ne pas faire les playoffs, mais ça lui importe peu, parce qu'il a l'air aussi attaché à cette ville de Washington, un peu comme Lillard est attaché à Portland par exemple, et moi aussi, là, si j'avais dû parier, je pense que Bill prendra la thune à Washington, plutôt que d'aller prendre un peu moins ailleurs, quitte à avoir plus d'ambition sportive.
Le troisième free agent que je vous propose, c'est donc Jalen Brunson. Et avec les playoffs qu'il vient de faire là, le Loustic, où il a montré qu'il pouvait porter une équipe sans Doncic, ou même se transformer en lieutenant de luxe quand Luka est revenu, c'est clair là qu'en ce moment, on a un Jalen Brunson qui fait baver du monde. C'est un mec qui peut créer pour lui, qui peut aussi créer pour les autres, qui peut performer avec la balle ou off-ball, qui peut prendre carrément feu sur certaines séquences là, qui peut être très très bon en drive, même si c'est pas un shooter super fiable à 3 points, il peut aussi prendre des coups de chaud. Et surtout, moi ce que j'apprécie chez Jalen Brunson, c'est que c'est un vrai professionnel qui joue très intelligemment et qui n'a pas du tout peur des grands moments. Donc c'est pas surprenant qu'il soit sur les tablettes de beaucoup d'équipes. Mais c'était pas non plus surprenant que Cuban, pour cet été, il en a fait sa priorité. Hein. Il l'a clairement dit, si jusque-là Brunson il s'est montré plutôt discret quant à ses envies, à Dallas on a plutôt l'air optimiste. Et ce qui est sûr, c'est qu'il va à mon avis pouvoir toucher un paquet de dollars et prétendre à bien plus que les 4,5 millions là qui touchaient cette saison. Donc où qu'il aille, à mon avis, que ce soit à Dallas ou ailleurs, il va falloir sortir le portefeuille. Lui il a 25 ans et je pense qu'il a raison d'être discret sur sa destination et sur ses envies. Il faut pas qu'il en dise trop, il veut pousser les équipes qui le voudront à proposer le plus possible. Là s'il dit tout de suite je veux rester à Dallas, les autres équipes vont rien proposer, ça va pas faire monter les enchères et Dallas va se dire je peux peut-être l'avoir pour 15 millions. Mais à mon avis, Jalen Brunson, il peut viser plus que 15 millions. Il peut obliger les Mavs à faire une méga offre pour s'assurer de ses services. C'est le genre de gars, à mon avis, il peut clairement espérer un deal de 4 ou 5 ans à 20-25 millions la saison. Et à mon avis, s'il a l'opportunité, il se privera pas, il aurait tort d'ailleurs. Il sait que Dallas, même s'ils vont devoir payer la luxury tax s'ils re-signent, ils peuvent le payer plus cher que n'importe qui. Cuban l'a dit là d'ailleurs, que Dallas avait cet avantage-là. Et il a fini cette saison avec des carrières high au point, au rebond et au pass. Voilà, justement, il va essayer de prendre un maximum d'argent, il aurait tort de se priver, surtout que ses stats, elles ont encore explosé en playoff. Donc ouais, moi je pense clairement qu'il va rester dans le Texas, mais on n'est pas à l'abri qu'il y ait une équipe qui croit très très fort en lui et qui fasse une dinguerie au niveau financier. Et par contre, est-ce que Cuban, il serait prêt à dépenser une dinguerie pour le garder? C'est pas certain non plus. Peut-être 20-25 millions la saison, ok, mais si ça va au-delà de ça, sait-on jamais s'il y a une équipe qui croit très fort en lui, est-ce que Cuban ira jusque là? Et je me dis qu'il pourrait y avoir quelqu'un qui fasse cette folie. Donc là, je vous le dis tout de suite, j'ai pas proposé des masses d'équipes, parce qu'à mon avis, sauf folie, il va rester à Dallas, et c'est parce que des équipes qui vont faire des folies sur Brunson, j'en vois pas des masses, donc je ne vais en proposer que 2. Et parmi ces 2 équipes, la première que je vois, c'est les Knicks, parce qu'on en entend souvent parler des Knicks. Parce que les Knicks, il faut se rendre compte que depuis 2013, avec Raymond Felton, j'ai l'impression qu'ils cherchent leur meneur de jeu. Et c'est vrai que dans l'idée, récupérer un scoreur qui a des coronets dans le money time comme Brunson, ça pourrait vraiment correspondre au profil recherché et au profil dont les Knicks ont besoin. Vu qu'il n'est pas restricted, il va pouvoir prendre... il pourra aller chez l'équipe qui proposera le plus. Et donc c'est l'équipe qui ira le plus haut dans les enchères qui aura sa chance. C'est ce que j'expliquais plus tôt. Maintenant, le souci, c'est que les Knicks, dans l'état actuel des choses, ils n'ont pas les moyens de lui proposer beaucoup de manière sèche. Donc si tu veux faire venir Jalen Brunson à New York, faut forcément envisager un sign and trade qui pourrait s'organiser potentiellement autour d'un Mitchell Robinson qui lui aussi devrait être re-signé qui devrait être prolongé avant d'être échangé. Et là, je me dis, why not? Les Mavs, ils pourraient avoir besoin d'une option sur pick and roll comme Mitchell Robinson, qui serait aussi une cible pour Luka Doncic sur les passes lobées, et peut-être que Cuban, il pourrait se dire que plutôt que de proposer un contrat exagéré à Brunson pour lui dire, allez, reste chez nous, on te propose plus que les Knicks, allez, on te laisse filer, parce que tu demandes beaucoup trop cher, et même si tu vas nous manquer, on a aussi Dinwiddie, on peut aussi recruter d'autres mecs dans ton profil, et on va avoir un intérieur intéressant dans un profil qu'on n'a pas. Donc ça pourrait être une piste à suivre si vraiment ils demandent trop cher. Et vu comment New York a l'air chaud sur le dossier, je les vois bien tenter le coup. Est-ce que ça se réalisera? J'en sais rien, mais je pense que New York peut tenter le coup. Et la deuxième team à laquelle je pensais, moi, c'était les Clippers. Parce que je me dis aussi que si Brunson peut jouer avec Dinwiddie et Doncic, même s'ils jouent pas tout le temps tous les trois sur le terrain, ça arrive qu'ils soient ensemble sur le parquet, mais clairement il peut jouer avec Reggie Jackson, Paul George et Kawhi Leonard. Même si dans ce cas, moi je mettrais plutôt Reggie Jackson en 6e homme, avec Paul George et Kawhi en 2 et 3, ou alors limite tu nous fais un backcourt Reggie Jackson, Jalen Brunson, un super backcourt dynamique, et tu mets Paul George en 3 et tu décales Kawhi en 4 dans un dispositif small ball, après à voir si tu gardes Zubac en 5, mais ça peut faire un starting 5 plutôt intéressant. En vrai là, les Clips, avec Jalen Brunson, il pourrait avoir un autre visage. L'an dernier, déjà, Leonard, on sait qu'il demandait un meneur de jeu. Il l'a pas eu. Et Brunson, peut-être cet homme. Moi, j'adore Reggie Jackson. Clairement, vraiment, il a fait des gros matchs. Et il y a des moments où il a porté les Clippers cette saison. Mais pour moi, il a un jeu un peu trop à risque pour être trop responsabilisé dans une équipe qui joue le titre. Par contre, là encore, vu la situation salariale des Clippers, on pourra pas faire comme ça de manière sèche. Il faudra sûrement organiser un sign and trade. Et il y a sûrement moyen de faire des trucs avec des joueurs. En fait, ils ont beaucoup de joueurs qui pourraient faire partie d'un sign and trade. Les Clippers, ils ont du Robert Covington,
ils ont du Norman Powell, ils ont du Luke Kennard, on peut même penser à un Marcus Morris, même si on sait que Marcus Morris et Luka Doncic ça s'entend pas super bien, mais bon, s'ils se retrouvaient ensemble, à mon avis, ils arriveraient à s'entendre. Il y avait même des rumeurs, hein, de toute façon, avant qu'il arrive aux Clippers, que Marcus Morris pourrait rejoindre Dallas. Mais ce que j'aime bien, en fait, c'est que tous les joueurs que je viens de lister, Covington, Powell, Kennard et même Morris, ben, ils peuvent vraiment fitter avec Luka Doncic. De toute façon, avec Doncic, si t'as des mecs qui défendent, ou qui se battent, ou que ça shoot, voire tout ça à la fois, ben ça fera forcément du bien. Et là, Covington, il peut faire ça, Powell, il peut faire ça, Kennard, il peut shooter, Marcus Morris, il peut scorer au poste 4. Ça peut être intéressant, sachant qu'il stretch aussi, Marcus Morris, et dans un jeu avec Doncic, ça peut être très bien. Après, si Dallas veut absolument un pivot, comme on peut l'entendre, on a un Zubac aussi qui pourrait faire partie du deal en le prolongeant et en l'échangeant. Donc je me dis que si Cuban ne veut pas surpayer Brunson, et que les Clippers sont prêts à faire un sign and trade pour ça, il y a peut-être de vraies pièces complémentaires du côté des Clippers à récupérer pour compenser son départ. Maintenant, moi si je suis objectif, je pense que Cuban est vraiment prêt à sortir le chéquier, mais jusqu'à quel point? C'est la question, et si les Clippers ou les Knicks proposent plus, eh bien peut-être qu'on peut imaginer un départ de Brunson. Donc dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que pour vous c'est plutôt Dallas, est-ce que c'est plutôt New York, ou est-ce que c'est plutôt les Clippers? Alors si on fait le bilan sur Jalen Brunson, et je vous rejoins aussi là-dessus, encore une fois, vous êtes 77% à penser qu'il va rester aux Mavs, 12% ont voté pour l'option des Knicks, et 12% ont voté pour l'option des Clippers, même si Twitch nous fait un résultat à 101% qui ne peut pas exister, il a dû arrondir avec les décimales. En tout cas, voilà, vous êtes une grande majorité. L'option des Clippers, j'ai vu, plaisait à beaucoup de monde, mais vous êtes assez persuadé que Cuban va sortir le chéquier pour Brunson. J'ai vu certains dans le chat qui proposaient des contrats à hauteur de 90 millions sur 4 ans. Moi, je pense que c'est quelque chose comme ça, hein. Si tu veux garder Brunson à Dallas, il va falloir de toute façon mettre plus de 20 millions la saison, avec un contrat progressif sur au moins 3 ou 4 ans, donc 90 millions sur 4 ans, ça me semble ce qu'il faut faire si tu veux le garder, parce que les Knicks et les Clippers pourraient être agressifs, et d'autres équipes pourraient être agressives aussi, hein. J'ai pas cité tout le monde, j'ai juste parlé vraiment de mes équipes préférées, donc il y aura du monde en tout cas sur Jalen Brunson. Maintenant, vous êtes d'accord, l'équipe a fait finale de conférence, il faut essayer de prôner une certaine continuité, et Jalen Brunson, il fait partie de cette continuité, vu comment il a performé dans cette post-season. Donc pourquoi pas, ouais. Enfin, en tout cas, il y a des chances que Dallas le garde. Il va juste falloir que Brunson, lui, il veuille rester à Dallas, ou il va falloir espérer que du côté de Dallas, qu'il n'y ait pas une équipe qui lui propose genre du 30 millions par an. Ce serait quand même complètement fou, hein, si une équipe proposait ça, mais sait-on jamais, il y a des équipes qui sont prêtes à faire des folies. À voir. À mon avis, ça peut rester à Dallas aussi sur du 90 millions sur 4 ans, j'aime beaucoup cette idée. Faudra peut-être voir après maintenant comment on fera à Dallas, hein, s'ils sont prêts à payer énormément de luxury tax, s'ils vont dégager Spencer Dinwiddie ou Tim Hardaway Jr., c'est aussi une possibilité. Il va falloir s'adapter, mais à mon avis, il faut que Brunson reste une priorité des Mavericks, et je rejoins les 77% qui pensent que Jalen Brunson va rester à Dallas. Donc maintenant, mon joueur numéro 4, c'est James Harden, et lui encore, hein, c'est un peu une tradition aujourd'hui, à une situation un petit peu particulière. On est à peu près sûr en vrai qu'il restera à Philly, et moi la question que je veux me poser aujourd'hui, c'est avec quel contrat? Parce que s'il veut là, lui qui était payé quasiment 43 millions cette saison, il peut avoir une player option à 47 millions. Ça fait beaucoup d'argent qu'il pourrait mettre dans sa poche de façon assurée la saison prochaine. Mais est-ce qu'il aurait raison d'activer sa player option? Parce que là, il a fait une fin de saison, notamment des playoffs, qui était très compliquée. Il peut encore avoir une chance, je pense, de stopper un contrat d'une bonne valeur sur une longue période. Surtout avec un Daryl Morey aux manettes aux Sixers, qui, on le sait, adore James Harden, hein, c'est un petit peu sa muse. Parce que, par contre, s'il prend sa player option et que son déclin se confirme l'an prochain, est-ce qu'il pourra encore prétendre, lors de l'été 2023, à un contrat sur plusieurs années avec un bon montant? Ça, je suis pas sûr. Donc si on se pose 5 minutes et qu'on réfléchit, qu'est-ce qui vaut le mieux pour lui? Prendre un an là à 47 millions ou 45 millions et risquer de ne rien trouver d'intéressant un an plus tard, ou prendre 3-4 ans là à 30-35 millions la saison et assurer ses arrières pour le long terme, peut-être pour 4 ans à 35 millions, mais finalement si on fait la somme de 4 ans à 35 millions, ça fait beaucoup plus qu'une saison à 47. Donc moi, si j'étais lui, j'aurais tendance à privilégier l'option 2, c'est-à-dire à ne pas prendre mon option et de privilégier un contrat sur le long terme. Et là le truc c'est que ça se voit, on a des Sixers qui croient encore en lui. Morey ne pense pas du tout à ne pas le re-signer, s'il l'a fait venir c'est pour l'avoir sur le long terme, et je le répète, Morey il veut vraiment de James Harden, il l'a eu à Houston et il veut l'avoir à Philadelphie. Donc là, pour l'instant, on peut pas vraiment tirer de conclusion, c'est ce qu'ils disent à Philadelphie, parce qu'il est arrivé 2 mois avant la fin de la saison, il n'y a pas eu de training camp, Philadelphie trouve l'excuse que au moment où Harden est arrivé, ils n'ont pas eu le temps de construire quoi que ce soit. James Harden et Joel Embiid n'ont pas eu le temps d'apprendre à jouer ensemble, d'autant plus avec un joueur comme Tyrese Maxey qui a fait que monter en puissance, et que là ils n'ont pas eu le choix, ils ont dû s'adapter sur le tas, et voilà, pour eux ça excuse pas mal de choses. Donc moi je veux bien l'entendre tout ça, je veux bien croire qu'avec un été à travailler ensemble, avec un training camp, on peut essayer que tout le monde trouve son rôle, mais est-ce que pour autant il faut lui proposer le max? Et bien moi ce qui me fait peur, c'est que Morey il en est bien capable. Mais
pour moi, si tu proposes un gros contrat à Harden, il va d'abord falloir qu'il revoie sa façon de jouer. Bien sûr, il va devoir continuer à assurer sur le playmaking, c'est un des meilleurs passeurs de la ligue, et ça, il va falloir qu'il continue à le faire avec un mec comme Joel Embiid notamment, mais alors que moi, j'en entends souvent beaucoup de gens qui disent qu'ils veulent revoir le Harden de Houston, moi, je suis pas vraiment d'accord. Parce que déjà, pour moi, le Harden de Houston, il n'existe plus, il est déjà loin, on a un joueur qui vieillit, qui a connu une grosse blessure au quadriceps, et qui a galéré aussi avec les nouvelles règles. On le voit, hein, Harden, dans le jeu en ISO, il n'arrive plus à dominer comme avant, c'est pour ça que moi, plutôt que le Harden de Houston, j'aimerais plutôt revoir le Harden d'OKC. Un mec qui excellait off-ball, qui faisait des super coupes aux côtés de Kevin Durant et Russell Westbrook, qui était excellent sur catch and shoot et qui défendait très dur. Franchement, il défendait dur, hein, James Harden à cette époque-là. Et là, on n'a plus du tout le même joueur. On a un James Harden qui prend quasiment plus un seul catch and shoot. La plupart de ses shoots, c'est des step back 3 après avoir gardé la balle 10 secondes en dribblant dans tous les sens. Des coupes, c'est pareil, il en propose quasiment plus aucune. C'est un joueur qui, sans le ballon, ne propose plus grand-chose. Lui, ce qu'il veut, c'est avoir la gonfle et créer pour lui et pour les autres. Et le souci, c'est que moi, même si j'aimerais revoir le Harden d'OKC, eh bien, il est encore plus loin que le Harden de Houston. Donc moi, ça m'inquiète, et je suis pas sûr qu'on le revoie un jour, ce Harden-là. Parce que dans les conférences de presse de fin de saison, j'avoue qu'il m'a pas énormément convaincu. Il a semblé que peut se remettre en question. Donc un Harden qui se transforme complètement pour s'adapter au jeu de Embiid et de Maxey, j'y crois moyen, même si je suis assez persuadé que c'est ce qu'il faudrait. Mais donc, du coup, moi je répète, s'il y a ce genre de doute concernant James Harden, est-ce qu'il faut lui proposer le max? Je crois pas. Ce qui est rassurant, par contre, c'est que Harden, en conférence de presse, a quand même sous-entendu qu'il était potentiellement prêt à faire un léger sacrifice financier pour signer justement un contrat un peu plus long, ne pas ruiner le cap des Sixers et les aider à recruter pour entourer comme il faut le trio Harden, Embiid, Maxey, et ça peut-être que ce serait pas mal. En tout cas, ce serait une solution un peu plus opportune à mon sens. Peut-être aussi pour faciliter la venue d'un gars comme Bill, vu que Morey a l'air chaud, même si vous l'avez compris, moi je suis pas du tout convaincu. Mais peut-être que Harden, si tu lui dis baisse un peu ton contrat et on fait venir Bradley Beal, il est chaud pour baisser ses exigences. Par contre, moi, si Morey lui propose le max, et je le répète, il en est capable, ben je pense pas que Harden y refuse, hein, il aurait tort. Là, il peut prétendre à 270 millions sur 5 ans. Ça fait un truc de ouf qui est à 54 millions la saison. Donc ça en fait des dollars. Donc pour moi, il les mérite pas, clairement pas, mais si Morey lui propose, si ce fou de Morey lui propose, pourquoi y cracher dessus? Donc après, il existe aussi un monde, parce qu'on va pas garder que l'option Philadelphie, même si c'est un monde auquel je crois absolument pas, dans lequel on aurait un Harden qui déclinerait son option et qui arriverait pas à s'entendre avec les Sixers, parce que Daryl Morey voudrait pas lui filer assez, et Harden il dit non mais ça va pas, moi je veux plus que ça, ok vous me filez pas le max, mais si vous me proposez 30 millions, moi je veux plus. Là il serait libre de tout contrat, et des équipes clairement pourraient tenter un sign and trade aussi. Donc là on est vraiment dans la fiction totale, j'avoue moi-même j'y crois pas, mais je voulais vous proposer une autre équipe. Et là dans cette situation là, pourquoi ne pas imaginer Miami se mettre sur le coup? En fait je parlais du scénario de Miami avec Bradley Beal, qui avait besoin d'une nouvelle arme offensive pour aider Butler, et qui pourrait être un super complément à Butler de l'autre côté du terrain. On aurait un attaquant d'élite potentiellement avec Harden, même si clairement c'est plus l'attaquant d'élite de l'époque, c'est pas non plus un Bradley Beal, c'est un jeu très différent, mais c'est quand même quelqu'un qui joue beaucoup en ISO, et Butler qui serait complémentaire en défense de l'autre côté du terrain. Il arriverait aussi Harden dans une ville qu'il affectionne particulièrement, me parlez pas des clubs de striptease, on va parler d'autre chose, on sait en tout cas qu'il affectionne Miami vraiment, et peut-être que le coaching de Spoelstra pourrait aussi l'aider à le remettre sur les bons rails, parce qu'on sait à quel point Spoelstra arrive vraiment à mettre les joueurs dans le rôle qu'ils affectionnent et à tirer leur quintessence, le maximum de leur part. En échange, Miami, il faudrait qu'ils envoient des joueurs comme Tyler Hero et Duncan Robinson à Philadelphie, qui finalement pourraient être des bons compléments à Embiid, hein, parce que c'est des créateurs et des shooters. Bon, ce serait un vrai échec, un aveu d'échec total d'avoir transféré Ben Simmons pour au final récupérer un pick, Tyler Hero et Duncan Robinson, mais si jamais on est dans ce monde où si personne n'arrive à s'entendre chez les Sixers, eh bien pourquoi pas imaginer ça. Bon maintenant, si je suis honnête, ce scénario j'y crois même pas à 1%. Les Sixers comptent sur Harden, là ça se voit, à mon avis ils lui donneront ce qu'il voudra, tandis que lui Harden a dit qu'il voulait rester et qu'il se sentait bien à Philadelphie. Mais voilà, il fallait quand même que je vous propose une option où Harden parte de Philadelphie pour être complet dans les sondages, et on sait, on l'a dit tout à l'heure pour Bradley Beal, que Pat Riley est capable de flairer les bons coups. Est-ce que Harden en est un? Ça c'est une autre question par contre, et ça j'y répondrai pas aujourd'hui. Mais en tout cas voilà les 4 options que je vous propose dans ce sondage. Les 3 premières sont plutôt sérieuses. La première c'est James Harden prend sa player option et se retrouve libre en 2023. Là il touche ses 47 millions et il testera le marché en 2023, quitte à prendre des risques, mais il parie sur lui-même. La deuxième option, c'est James Harden, il prend pas son option, et Daryl Morey, ce dingue, lui propose le max sur 5 ans, et là Harden il est tranquille, il assure pour 12 générations derrière lui, et il est tranquille jusqu'à la fin de sa carrière, il peut se mettre à manger des Big Mac et aller dans les clubs de striptease et il est content. Et la troisième option, ce serait James Harden fait un sacrifice financier à hauteur de 30-35 millions la saison sur un contrat de 3 ou 4 ans, je dirais, pour aider les Sixers à recruter autour de lui. Et bien sûr, la quatrième option, qui est un peu plus fantasque, c'est James Harden qui partirait à Miami dans un sign and trade, donc là-dessus j'attends votre avis. Alors pour vous concernant
concernant James Harden, vous êtes 43% à penser comme moi aussi que Harden, là, ne va pas activer son option et va faire un petit sacrifice financier. On en parlait dans le chat, l'idée ce serait peut-être un contrat à 30-35 millions dégressif, comme le font certains vétérans, voilà, sur 3 ans, qui diminue chaque année, pour permettre à Philadelphie de recruter un petit peu autour du trio Harden, Embiid, Maxey, parce qu'on sait pas trop ce que va devenir Harris. Et pour moi, non seulement c'est l'option que je souhaiterais, et c'est peut-être parce que c'est l'option que je souhaiterais vraiment que je me dis que c'est celle qui peut vraiment arriver. Ensuite, vous êtes 32% à penser qu'il va activer sa player option. Pour moi, ça n'arrivera pas. C'est quand même trop risqué pour Harden de prendre une option sur un an, vu que sa cote est en train de baisser et vu que sa réputation est en train de baisser. C'est peut-être trop risqué de se dire, ben là, je prends une player option d'un an et je sais pas du tout ce qui se passera. Je sais pas du tout ce qui se passera derrière. Vous êtes 18% à penser que Morey va lui proposer le max, et ça, je me dis que c'est une solution qu'il faut pas écarter, parce que oui, Daryl Morey est complètement capable de lui proposer le max. Et enfin, les quelques pourcents restants, il y en a eu quelques-uns quand même, hein, il y a eu 3-4 votes, vous disiez que Harden va aller à Miami cet été. Moi, je n'y crois pas une seconde. Je vous ai fait juste cette proposition pour vraiment donner une alternative aux Sixers. Mais pour moi, là, c'est déjà acté. Harden sera aux Sixers l'année prochaine. La vraie question, c'est comment il y sera. Ben, peut-être que ce sera le sacrifice financier. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Et j'espère que ça va être en tout cas le sacrifice financier plutôt que le contrat max. Je préférerais encore la player option sur un an qu'un contrat max qui pourrait plomber les finances de Philadelphie sur des années. Donc on va voir ce qui va se passer. J'ai hâte de voir ce que décidera James Harden cet été. Mon 5e candidat, c'est Zach LaVine. Et enfin, cette année, il a pu découvrir les playoffs. Bon, sa fin de saison, elle a été un petit peu gâchée par sa blessure au genou, et son aventure en playoff a quand même tourné court face à Milwaukee, mais quand même, il reste sur une saison qui est d'un niveau assez excellent, avec d'excellentes stats, dans une équipe de Chicago qui, pendant les quasiment 70% de la saison, a trusté les sommets du classement. Là, jusque-là, il est payé moins de 20 millions la saison, et il a tout à fait le profil pour prétendre à un bon paquet de dollars, quasiment le double, et là, il peut vraiment négocier un contrat important. Il a 27 ans, il est dans la force de l'âge, et je pense que des équipes qui seront prêtes à lui proposer le max ou pas loin, eh bien il y en a pas mal. Donc pour être honnête, je pense que les Bulls ont quand même tout intérêt à le garder. Mais jusque là, en fait, qu'a-t-il prouvé au plus haut niveau de la compétition? Eh bien pas grand chose. Bon, c'est pas pour ça que je crois pas en lui, et c'est vrai que les blessures sont une excuse, on le disait juste avant, mais le staff de Chicago, qui connaît mieux que personne son état de santé et qui sait exactement ce qu'il peut apporter sur le terrain, est-ce qu'ils vont être prêts à le payer encore plus de 40 millions par an pendant 5 ans? Moi, perso, je pense que oui, parce que c'est un vrai scoreur, un mec qui est adroit, qui progresse quasiment tous les ans. Il y a un roster des Bulls qui est prometteur, qui est complet. Je pense qu'à Chicago, il manque surtout probablement de la défense intérieure pour équilibrer le tout. C'est pas Zach LaVine qui va apporter ça, c'est sûr. Mais par contre, c'est clair que si tu le perds, t'as un vrai trou par rapport à l'effectif de cette année. Du coup, ça m'étonnerait vraiment que les Bulls ne fassent pas ce qu'il faut. Mais l'autre question que j'ai envie de me poser, et celle-là, elle est réelle, c'est est-ce que Zach LaVine a envie de rester? Là aussi, je pense que oui. Il vient de disputer ses premiers playoffs. Il semble super bien s'entendre avec DeRozan. Et je pense qu'il se dit qu'il y a des choses à construire à Chicago vu l'effectif qui a été monté l'été dernier. Donc je suis assez optimiste sur le fait que les deux parties puissent trouver un terrain d'entente. Après, l'histoire, c'est quand même la même partout. Si LaVine prend le max à Chicago et que les Bulls veulent bien lui offrir genre 212 millions sur 5 ans, c'est 42 millions la saison, le max qu'ils peuvent lui proposer, ce sera dur de continuer à recruter autour de lui, sachant que ces Bulls, je pense que ok, ils ont une équipe qui est prometteuse, mais ce sera dur d'être un contender en l'état, il faudra encore recruter et peut-être trouver de la défense intérieure, donc il faudra trouver d'autres mouvements, je pense. Pour moi, c'est la seule chose qui pourrait empêcher un retour à Chicago, je pense, c'est que LaVine veuille absolument le max et que Chicago veuille pas lui proposer, parce qu'il voudrait garder probablement de la flexibilité. J'y crois peu, mais sait-on jamais. De toute façon, comme je disais, avec tous les contrats qui ont été signés l'été dernier, il y a quasiment plus de cap space à Chicago, alors autant faire all-in du côté des Bulls et donner tout ce qu'il veut à Zach LaVine, mais si ça marche pas, il y a forcément des équipes qui vont aller toquer à la porte, parce qu'on a d'autres teams qui peuvent lui filer jusqu'à 157 millions sur 4 ans, soit 39 millions la saison, et ça encore, c'est une coquette somme. Et la première équipe à laquelle je pense, qui est souvent dans les rumeurs, ça va être très compliqué pour eux vu leur situation salariale, c'est les Lakers. Alors pour l'obtenir, il va falloir faire du grand ménage. Il va falloir trouver une solution à la situation Westbrook et faire une croix aussi sur la prolongation de Malik Monk. Donc déjà, ça semble très compliqué parce que Westbrook, il va être dur à transférer et Westbrook veut pas, aux dernières nouvelles, il veut pas négocier un buyout. Et donc voilà, même comme ça, avec LeBron et AD qui ont tous les deux le max, avec Westbrook où il va falloir trouver une solution, dès là, les Lakers, quoi qu'ils fassent, quel que soit le jeu des salaires qu'ils font, ils auront quand même des difficultés et ça, c'est vraiment dans le meilleur des cas à lui proposer plus de 30 millions de la saison. Et ça fait quand même un rabais de 10 millions la saison si LaVine veut le max. Maintenant, il a fait ses études à Los Angeles, là, à UCLA. Il est représenté par Clutch Sports, l'agent de LeBron, et on sait que ça peut aider pour signer aux Lakers. Et peut-être qu'un sign and trade avec Westbrook peut être envisageable. Maintenant, ça va être compliqué parce qu'il faudra peut-être trouver
à une troisième équipe, car je suis pas certain que les Bulls veuillent de Russell Westbrook. Il faudra aussi se débarrasser de potentiellement de first pick, plusieurs même du côté des Lakers, s'ils veulent envoyer Westbrook ailleurs. Donc ça semble complètement alambiqué cette situation, mais pourquoi pas. Si je suis honnête, j'y crois pas du tout dur comme fer à cette piste. Si j'en parle, c'est qu'elle est pas mal dans les rumeurs. Mais si Lavine veut quitter les Bulls et tenter un run pour le titre à court terme dans une ville qu'il affectionne et qui s'imagine potentiellement gagner avec les Lakers, ça c'est pas sûr, hein, mais si lui il s'imagine ça, pourquoi ne pas l'imaginer faire un sacrifice pour être avec ses potes de chez Clutch Sports, LeBron James et Anthony Davis. Donc voilà, c'est pas une piste que je veux totalement éloigner à 100%, parce qu'on le sait, dans la NBA d'aujourd'hui, quand on a des superstars qui s'entendent bien et qui veulent jouer ensemble, elles trouvent toujours un moyen d'y arriver. Donc pourquoi pas, j'y crois pas à fond, mais pourquoi pas imaginer un Lavine aux Los Angeles Lakers. Ma deuxième piste, c'est Portland. On l'a déjà dit tout à l'heure, ils ont beaucoup d'argent à dépenser. On en parlait pour DeAndre Ayton. Et on l'a dit aussi, leur but c'est de reconstruire autour de Damian Lillard. En fait, en gros, ils peuvent donner à Zach LaVine vraiment tout l'argent qu'il veut. Moi, je suis pas forcément super enthousiasmé par un backcourt Lillard-LaVine qui présenterait beaucoup d'attaques et peu de défense. Maintenant, à première vue, ça pourrait représenter les mêmes soucis que Lillard-McCollum. Sauf que c'est vrai que ça manquait de défense, hein, Lillard-McCollum, mais peut-être que le problème aussi, c'était les coéquipiers qu'il y avait autour d'eux. Peut-être que tenter un Lillard-LaVine et bien les entourer, ça pourrait faire quelque chose. Mais peut-être que si tu fais ça, et encore plus si tu veux aller récupérer Ayton, parce qu'il y a un moyen de faire venir les deux, mais il faudra dire bye-bye à des gars comme Josh Hart, comme Anthony Simons, comme Yusuf Nurkic. Donc pourquoi pas. L'idée de créer ce backcourt et de créer des pièces complémentaires dans un deuxième temps, ben ça pourrait être intéressant. Donc si jamais ça coince entre LaVine et Chicago, Portland, à mon avis, ils auraient tort de pas se mettre sur le coup. Piste suivante, les Spurs. Encore une fois, je vais parler d'eux, parce qu'eux aussi, ils ont beaucoup d'argent. Et en fait, là, je réfléchissais surtout à un backcourt qui serait composé de Dejounte Murray et Zach LaVine. Et là, je trouve ça ultra complémentaire des deux côtés du terrain. Avec Murray, on a une machine à triple-double qui défend très fort, et un pur scoreur avec Zach LaVine. J'aime bien. Les deux pourraient se trouver énormément. Et San Antonio, ben voilà, ils peuvent vraiment mettre de l'argent sur la table. Donc pourquoi ne pas tenter le coup Zach LaVine? Murray, déjà, on sait qu'il est très proche de Zach LaVine. Il a déjà tenté de le recruter, plus ou moins. Et dans le Texas, et ça pourrait convaincre LaVine de partir aussi. Il serait sûr et certain d'être le go-to guy. Aux Lakers, il n'aurait pas beaucoup de ballons. À Chicago, il doit partager le ballon avec DeRozan. S'il arrive à San Antonio, Murray, ce serait son lieutenant, et Zach LaVine, ce serait le franchise player. Je sais pas si c'est ce qu'il veut, mais ça peut être quelque chose qui lui convient. Et puis avec un roster où ses faiblesses défensives pourraient être compensées par tous les autres joueurs de l'effectif des Spurs, qui pour la plupart ont de vraies qualités dans le domaine. Donc ça fera peut-être pas forcément des Spurs des contenders, du moins pas tout de suite, il va falloir espérer beaucoup de progression de la part des jeunes, mais quand on voit que cette année ils ont réussi à atteindre le play-in avec une team justement qui est très jeune, si tu ajoutes LaVine à cet effectif, et bien immédiatement ça les fait step up ces Spurs. Maintenant, est-ce que Zach il a envie d'aller aux Spurs? Je sais pas, mais s'il veut être la star et avoir tous les ballons, ça pourrait l'intéresser, donc l'affaire est potentiellement à suivre. Et la dernière piste que je veux évoquer, c'est Dallas, les Mavericks, parce qu'on sait jamais, on l'a dit tout à l'heure, il y a un monde où ça marche pas avec Jalen Brunson, et il faudra trouver un moyen de compenser le départ de Brunson. Et chez les Mavs, c'est pas un secret, on veut entourer Luka Doncic au mieux. LaVine, dans sa capacité à jouer avec et sans la balle, il peut vraiment fitter, je pense, avec Luka Doncic, même si pour moi c'est pas le profil idéal, parce que j'aurais même peut-être un profil un peu plus défensif, à côté de Luka, ça ferait quand même step up la team, d'avoir un LaVine à la place d'un Brunson. Donc j'adore Brunson, mais Zach c'est quand même un autre calibre de joueur. Par contre, il faudra clairement des 3&D pour défendre à côté de ces gars, des mecs qui shootent, qui s'écartent et qui vont défendre fort. Mais là, il y a potentiellement Dorian Finney-Smith et Reggie Bullock pour les entourer. Maintenant, le souci, c'est que même en lâchant Brunson, Dallas a pas beaucoup d'argent à dépenser. Donc il faut encore une fois imaginer un sign and trade compliqué. Mais si tu intègres le contrat de Brunson, que tu envoies potentiellement à Chicago, et que tu mets des gars comme Tim Hardaway Jr. ou Davis Bertans qui ont des gros contrats, je me dis que tout est possible. En fait, clairement, au vu des contrats de Dallas, où en fait ils ont qu'un seul contrat max avec Luka Doncic, il y a beaucoup plus de flexibilité du côté des Mavericks que du côté des Lakers. Donc si Chicago perd LaVine, à mon avis, s'ils n'arrivent pas à s'entendre, les Bulls seraient peut-être pas mécontents de récupérer un jeune joueur comme Brunson. Donc encore une fois, ça me paraît peut-être un peu compliqué, un peu alambiqué, mais on le sait en NBA, tout est possible et ça peut paraître potentiellement intéressant. Donc ça peut être à creuser du côté des Mavs comme du côté des Bulls. Donc vous, qu'est-ce que vous en pensez? Zach LaVine, est-ce que vous le voyez plutôt rester à Chicago ou alors aller aux Lakers, aux Blazers, aux Spurs ou aux Mavs? Alors concernant Zach LaVine, vous êtes 63% à le voir rester aux Bulls. La deuxième option qui vous plaisait bien, pour les raisons que j'ai évoquées, parce que même si ça fait un peu retour en arrière
pour Zach LaVine d'aller aux Spurs, il serait vraiment le go-to guy et il serait vraiment entouré aussi d'une équipe prometteuse qui défend bien et qui serait un bon complément de ses qualités. Ça vous a plu les Spurs. Ensuite, les autres équipes vous plaisent un peu moins parce que c'est 7% pour les Blazers, 5% pour les Mavs et seulement 2% pour les Lakers. Et j'avoue que les Lakers, moi, j'y crois absolument pas qu'ils fassent un sacrifice financier pour aller là-bas. Donc là, le truc, vous pensez comme moi qu'il va rester aux Bulls et je pense effectivement que les Bulls auraient trop tort de le laisser partir. Lui, il a l'air de bien se sentir à Chicago, on le disait. Les Bulls comptent sur lui, on le disait. Tu le laisses partir, tu sais pas par qui tu le remplaces, essayer d'avoir un Brunson c'est compliqué, tu sais pas ce que tu vas faire avec l'argent qui est disponible. Maintenant la question c'est est-ce que Zach LaVine c'est vraiment un joueur max? J'en sais rien, c'est un joueur qui vaut de l'argent en tout cas, et le problème c'est que si tu lui proposes pas le max, tu prends le risque que des équipes comme les Blazers et les Spurs lui proposent et qu'il aille là-bas. Donc à mon avis les Bulls comptent sur LaVine et ils auront pas le choix que de lui proposer le max ou pas loin. Donc à mon avis l'option la plus probable pour Zach LaVine et que vous avez l'air de rejoindre, c'est Zach LaVine qui resterait aux Bulls pour un contrat qui doublerait un contrat max pour Zach LaVine qui risque de durer 5 ans pour Chicago, donc va falloir espérer qu'il reste en bonne santé et qu'il performe pendant ces 5 années si c'est ce qui se passe. Dernier candidat, le candidat numéro 6, Victor Oladipo. Donc on finit avec un joueur qui m'a fait plaisir moi pendant ces playoffs. Bien sûr il est plus à son niveau de double All-Star de chez les Pacers, mais on l'a vu, quand il a des responsabilités, il arrive à les saisir et à assurer et à marquer sa petite vingtaine de points malgré quelques déchets. Surtout que c'est, ça je parle de l'attaque, mais c'est aussi un véritable défenseur qui peut intéresser du monde, parce qu'on sait à quel point la défense au périmètre c'est recherché en NBA, et qui sans aucun doute mérite beaucoup plus que son contrat minimum qu'il a perçu cette saison, même si l'échantillon est faible, qu'il a joué peu de matchs, là il a l'air enfin en bonne santé, et à mon avis il peut vraiment signer un plus gros contrat que le minimum. Il a 29 ans, il lui reste encore potentiellement quelques bonnes années dans les jambes, et si les blessures veulent bien le laisser tranquille, il peut rendre service à pas mal d'équipes. Mais ça tombe bien en plus de ça, parce que là de ce que j'ai lu, et ça peut laisser enthousiaste sur le fait que les blessures vont le laisser tranquille, lui qui était un petit peu en dilettante sur le début de sa carrière, là il a vraiment fait une rééducation sérieuse, il a changé son mode de vie, il a changé sa façon de s'alimenter, il a aussi fait du tri dans son entourage apparemment, qui le tirait pas toujours vers le haut, et là en ce moment j'ai l'impression qu'il est fit, et qu'il a le mental qui est revenu, il était pas loin de la dépression à une époque, là à mon avis il est vraiment bien, Miami l'a relancé, et je le trouve dans de très bonnes dispositions pour jouer au basket. Maintenant, est-ce que Miami va vouloir ou pouvoir mettre trop d'argent sur lui? Ça je suis pas sûr. Donc si Oladipo veut des dollars, il va peut-être falloir lui trouver une autre maison, parce que Miami maintenant qu'ils ont signé Duncan Robinson pour ce prix-là, est-ce qu'ils vont vouloir refaire quelque chose comme ça avec Victor? Je suis vraiment pas certain. Je pense qu'il peut prétendre à un contrat de 10-15 millions par an après ses playoffs. 15 millions, ça fait peut-être beaucoup, mais 10-15 millions par an, si ça me semble assez honnête pour Victor Oladipo, et je vois mal Pat Riley dépenser autant sur plusieurs années le concernant. Pour qu'il reste au Hits, la meilleure solution, ce serait qu'il croit vraiment en l'équipe, qu'il veuille un peu remercier l'organisation de lui avoir fait confiance et de l'avoir relancé. C'est possible ça aussi, et qu'il soit prêt à faire un gros sacrifice financier. Si ça se trouve, il est prêt à ça, Victor Oladipo, mais maintenant peut-être qu'il va aussi vouloir de l'argent, parce que au vu de sa situation, je pense que s'il peut choper quelques dizaines de millions sur plusieurs années, il refusera pas. Donc là j'ai plusieurs équipes encore à vous présenter, et la première, je vais encore parler de Dallas encore une fois, parce que j'ai toujours cette idée où même si Brunson, a priori vous pensez qu'il allait rester à Dallas, et moi aussi je pense, il faut quand même imaginer des plans B au cas où Brunson parte, et ça pourrait arriver, il faut en être conscient. Il faudra trouver une solution viable, et moi j'aime bien, aux côtés de Doncic, en tout cas le profil qui me correspond le mieux sur les postes arrière à côté de Doncic, c'est un joueur qui peut créer pour lui, qui peut jouer sans le ballon et qui peut défendre dur. Et là ça tombe parfaitement, parce que c'est exactement le type de profil de Victor Oladipo. Il peut créer, c'est pas un vrai meneur de jeu, mais quand même il peut porter la balle, il est très bon sans le ballon, il peut proposer des coupes, il est bon en catch and shoot, et il défend très dur. Donc pas sûr que ça step up comparé à Brunson, je pense que Brunson est encore au-dessus, parce qu'il y a trop d'incertitudes concernant Victor Oladipo, même si c'est un ancien All-Star, mais ça compensera au moins partiellement si Brunson doit partir. Donc dans une telle situation, il faudra voir combien il veut, Victor Oladipo, et combien Dallas sera prêt à lui donner, mais s'il n'y a pas d'offre plus intéressante, pourquoi pas l'imaginer signer pour une mid-level exception autour de 11 millions la saison, qui pourrait faire le job pour Victor Oladipo, d'autant plus si c'est pour plusieurs années. Dans le même genre, je pensais aussi aux Clippers, qu'on a évoqué tout à l'heure pour Brunson, parce que on le disait, les Clippers, ils veulent un meneur de jeu, Kawhi Leonard demande un meneur de jeu. Donc Oladipo, c'est pas un pur meneur, c'est ce que je disais juste avant. Bon, Brunson non plus d'ailleurs, c'est sûr. Mais il apporterait une dureté et un état d'esprit, je trouve, qui sont bien dans le caractère d'Oladipo, qui se fondraient bien dans l'équipe des Clippers, que j'ai trouvé très résiliente cette année et qui m'a plu pour ça. En plus de ça, il peut créer, et certains sont optimistes sur le fait qu'il retrouvera vite son niveau, et si c'est le cas, ça pourrait être un super coup pour les Clippers. Eux, par contre, ils pourraient pas
lui proposer une exception parce qu'il paye la luxury tax. Donc l'exception maximum qu'il pourrait lui proposer, ce serait 6 millions. Mais si Victor le sent bien, qu'il a pas mieux ailleurs, c'est pas sûr non plus qu'il ait des millions d'offres, ben l'équipe de Tyronn Lue, ça pourrait être une belle solution pour lui. On sait que là-bas, ils aiment bien relancer les joueurs, parlez-en à Nicolas Batum, et si tout se passe bien dans le meilleur des mondes, que Victor Oladipo retrouve ne serait-ce que 80% du niveau qu'il avait à Indiana, ben il pourrait devenir une pièce très complémentaire, la troisième tête du triangle à trois têtes, avec Paul George et Kawhi Leonard. On aurait quand même des défenseurs assez exceptionnels qui pourraient proposer beaucoup de choses en attaque, et un Oladipo aux Clippers, je trouve que ça fitterait vraiment bien. Ensuite, j'ai envie d'en parler, parce que ça, je l'ai vu dans quelques rumeurs, même si c'est toujours un peu compliqué avec eux, bah, c'est les voisins des Lakers. On le sait, la saison, elle a été désastreuse, Westbrook a pas fait le job, il y a besoin de guerriers, il y a besoin de shoot, il y a besoin de défense au périmètre, et encore une fois, bah, c'est tout ce qu'il peut apporter. Oladipo, il se bat, il peut shooter un minimum, et il défend dur. On sait aussi que jouer avec un LeBron, même s'il a 37 ans, bah, ça peut attirer du monde, et Oladipo, il pourrait être de ceux qui se disent, bah allez, moi j'ai envie de jouer à LeBron, et on va me donner là-bas un rôle qui est défini, je pense que je sais comment je serai utilisé là-bas, j'ai une chance de faire un long parcours de playoff, j'ai envie de faire ça, et allez, je fais un sacrifice financier pour aller à Los Angeles. Donc ouais, encore une fois, s'il reste en bonne santé, ça pourrait être un bon ajout pour les Lakers, et si Victor, il arrive à croire aux chances de titre des Californiens, parce qu'ils font un bon recrutement autour de James Davis, à voir la situation Westbrook, ce que ça donnera, et que Oladipo croit en cette team, ben ça pourrait être une offre qu'il va considérer, même si c'est pas celle dont je crois le plus, si je dois être honnête. Et la dernière solution, je suis allé encore un peu plus loin, et je me suis mis à penser aux Warriors. Parce qu'en fait, il y a aussi un monde où personne ne serait prêt à donner beaucoup de sous à Oladipo, parce que l'échantillon est quand même trop faible, même s'il a montré beaucoup de choses en playoff. Personne pourrait croire sur lui sur plusieurs années, enfin, peut-être qu'il n'y a pas grand monde qui serait prêt à lui donner de la thune, même une exception, ça peut être tendu, et Bob Myers, le dirigeant de Golden State, on le sait, il est toujours prêt à faire des bons coups pour remporter un titre. Bien sûr, ça pourrait faire embouteillage dans le backcourt, de rajouter un Oladipo, avec des gars comme Stephen Curry, comme Jordan Poole, comme Gary Payton, comme Moses Moody. Il y a du monde sur les postes 1 et 2, mais si tu ajoutes un petit peu d'expérience sur le banc, ben, je pense que ça pourrait faire du bien, et ça pourrait vraiment apporter des certitudes, peut-être juste pour un an, le temps que des Moody continuent à se développer par exemple. Oladipo, à mon avis, il pourrait vraiment jouer le rôle de backup sur les postes 1, 2, voire 3, et espérer tout faire, rentrer dans le rôle exactement que Steve Kerr lui donnera, il est capable d'accepter ça, et gagner un titre parce que ça pourrait être son objectif. L'idée, bon, il l'a déjà fait dans sa carrière, ça n'a pas toujours fonctionné, mais ça pourrait être de parier sur lui-même pendant une saison, d'accepter de prendre un tout petit deal pendant juste un an, de tenter de faire une grosse campagne avec Golden State, de faire un gros parcours de playoff, de se montrer, parce que quand tu fais un gros parcours de playoff, tu te montres, et puis essayer de retenter le coup sur le marché des free agents l'année prochaine pour essayer de choper plus. Après, même si j'y crois pas trop, vu la saison qu'il est en train de faire et les playoffs qu'ils sont en train de faire, ça parle de plus en plus que les Warriors, ils vont peut-être être obligés de dégraisser un petit peu pour ne pas payer la luxury tax. Bon, maintenant, ils sont en finale NBA, et je pense que il va falloir la payer, cette luxury tax, si tu veux garder le même noyau. Mais on parlait récemment encore d'un potentiel départ de Wiggins pour économiser des sous. Et si Wiggins part, même si je crois encore, je le répète, que Golden State fera l'effort financier, et bien ajouter un Oladipo au minimum, ça fera pas de mal. Je sais que c'est pas exactement le même poste, mais il peut apporter aussi de la défense, et il peut apporter un minimum d'attaque, et ça peut compenser potentiellement le départ d'Andrew Wiggins. À San Francisco, on n'a pas trop peur non plus des joueurs avec un gros historique de blessures, donc un Oladipo à Golden State pour pas trop cher, c'est une porte que je veux pas fermer. Mais du coup, vous dites-moi, entre les pistes que j'ai proposées, est-ce que vous pensez qu'Oladipo va rester à Miami, c'est-à-dire qu'il accepterait un sacrifice financier et qu'il voudrait remercier la team de lui avoir fait confiance? Est-ce que vous le voyez plutôt à Dallas, plutôt aux Clippers, plutôt aux Lakers, ou alors faire un autre sacrifice financier aux Warriors pour tenter de choper un titre du côté de Golden State? Dites-moi tout ça. Et pour Victor Oladipo, ça y est, vous voyez quelqu'un bouger, parce que, et c'est marrant parce que c'est ma solution préférée aussi, c'est les Clippers que vous avez plébiscité à 43%, parce que vraiment il pourrait avoir un rôle qui pourrait être très cool, et s'il retrouve ce que je disais tout à l'heure, ne serait-ce que les 3/4 de son niveau d'avant, il pourrait vraiment bien fitter, je trouve, dans cette équipe des Clippers avec Kawhi et Paul George. Faudra voir comment revient Kawhi, mais j'aime beaucoup cette idée aussi. Après, la deuxième option que vous avez choisie, c'est Miami avec 30% parce que vous vous dites qu'il peut accepter de signer pour pas trop cher, ou que Pat Riley aussi peut le remercier d'avoir rendu des services en playoff, et que lui peut accepter un sacrifice financier en disant les gars, vous m'avez relancé, donc je suis ok pour prendre un contrat sur plusieurs années pas trop cher. Ce serait une belle histoire. Moi je pense qu'il va bouger, mais pourquoi pas imaginer ça. Ensuite, vous êtes 17% à parler des Mavericks, le Mavericks parce que vous pensez que le fit va bien à côté de Luka Doncic, mais ça ce serait seulement si Brunson partait ailleurs, je pense. 7% aux Lakers, moi j'avoue que les Lakers j'y crois très peu, mais pourquoi pas. En fait, et 3% pour les Warriors, et moi je pense que les Lakers et les Warriors, ces deux pistes sont vraiment peu envisageables, dans la mesure où si
Oladipo quitte Miami et refuse un petit contrat à Miami pour aller signer aux Lakers et aux Warriors pour un petit contrat aussi, ce serait un peu en mode trahison, quoi. Quitte à signer un petit contrat, autant rester dans l'équipe qui t'a relancé à Miami, qui a déjà du talent, qui peut aller loin, et remercier Pat Riley. Donc moi, Lakers et Golden State, je vous les ai proposés parce que c'est des choses que j'ai vues dans les rumeurs, mais j'y crois pas parce que je vois pas Oladipo trahir un peu Miami comme ça pour aller signer un contrat que Miami lui aurait proposé ailleurs. Donc moi j'aime bien votre idée des Clippers qui est en numéro 1 et la belle histoire Miami serait pas trop mal. Dallas en numéro 3, ça me va bien. Je vous rejoins. Victor Oladipo aux Clippers, je trouve que c'est une bonne idée. Voilà pour ce qui est des free agents NBA, voilà pour ce qui est de ce nouveau Crystal Ball. Alors est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous convient les destinations qu'a choisi la commu lundi soir? Dites-moi tout ça en commentaire et dites-moi où vous voyez les agents libres qu'on a évoqués aujourd'hui. Ça se peut que ce soit des équipes que j'ai listées, mais ça se peut bien sûr aussi que ce soit des équipes que je n'ai pas listées. Bien sûr, ils peuvent signer partout. Donc vraiment, lâchez-vous, vous avez quartier libre, mettez-moi vos destinations favorites. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là sur ce long best-of de live, c'est super bon pour le watch time et la mise en avant sur YouTube, j'ai besoin de vous. Et surtout, merci énormément du fond du cœur comme d'habitude à tous ceux qui soutiennent sur Twitch ou sur Tipeee. Franchement, vous êtes le sang, vous permettez à mes projets d'avancer depuis le début, je ne vous remercierai jamais assez. Donc s'il vous plaît, n'arrêtez jamais. Et vous, si vous voulez les rejoindre, tout se passe en description. À très vite.